Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Bonjour mon petit canard que j'aime, que j'adore. Oh là là. Bonjour Pascal. Bonjour Edwige, bonjour Laure, bonjour mesdames et messieurs auditeurs et auditrices. Oui. Eh ben oui, aujourd'hui il fait pas très beau. Hein. Ouais. Nous avons eu un superbe week-end tout de même, nous avons eu un petit répit. Et puis aujourd'hui il pleut, voilà, c'est Oui. le mois de mars. Et c'est des giboulées alors du mois de mars. Ah là, c'est une giboulée qui dure toute la journée. Là. Et c'est ce qu'on disait hors antenne, c'est vrai qu'il y a des températures de 10 degrés et c'est bon. Alors ça c'est peut-être pas bon pour les cultures, forcément. Qu'il fasse pas très chaud, moi ça. J'aime bien la météo nationale qui dit les températures sont inférieures à la moyenne saisonnière. Bah, nous sommes encore au mois de mars. Qu'il gèle au mois de mars. La nuit, c'est pas surprenant. Qu'il pleuve, c'est pas surprenant non plus. C'est un peu le rythme des saisons. Et j'ai eu un petit échange avec Benjamin bonjour Benjamin, qui est très souffrant. Bonjour Benjamin, j'espère que tu nous écoutes. Hein. C'est rare que Benjamin soit au tapis, parce qu'il est très dynamique. Et ben là, il est au tapis cette fois-ci. Il est dans son lit. Et donc, il n'a pas fait de bulletin météo comme il le fait. Et donc, on m'a dit, de toute façon, tu peux dire, la semaine sera pourrie. Voilà. Alors, c'est vrai, toute la semaine sera pourrie, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on est le 27 mars. Allez, lundi, on est au mois d'avril. Oui. Avril, il y a bien le dicton qui dit avril ne te découvre pas d'un fil. Oui. Voilà, par exemple, samedi, dimanche, il faisait très très beau, en apparence. D'ailleurs, mon épouse dit, tiens, je vais travailler dehors, sors-moi une table. Oui, j'ai sorti une table. Et puis il est resté 2 minutes. Oui, en apparence, il faisait beau, c'est vrai. Mais il fait froid. Mais on est au mois de mars, c'est tout. La terre est froide, et tout est froid, quoi. Donc, il faut attendre un petit peu, il faut être patient, tout simplement, voilà. Et le jardinage, c'est la patience. Oui, c'est vrai. Et puis, la sagesse voudrait qu'on soit patient. Du temps et de la patience. Voilà. Tout à fait. Alors Pascal, tu vas nous rappeler un petit peu justement ton site aussi, Pascal cultive ta rue. Pascal, c'est le site de l'association, voilà. Parce que ce n'est pas mon site. Le site de l'association. Tu nous rappelles un petit peu? Cultive ta rue, notre but c'est de promouvoir la biodiversité, de préserver les variétés au maximum et cultiver en utilisant des méthodes les plus naturelles possibles. Parce qu'au naturel, c'est très dur ou alors il faudrait tout enfermer. Hein. Comme je dis, il y a toujours un avion qui passe, qui lâche des gaz ou autre. Voilà, il y a des voitures, il y a autre. Mais si on n'ajoute pas de pesticides ni rien, déjà, ça serait très très bien. Voilà. On va y arriver. Donc, on y arrive déjà. J'y crois. Moi aussi. Oui, on voit le progrès tout de même. Il y a un progrès qui se fait. Il y a surtout une prise de conscience du public, des consommateurs. De toute façon, le consommateur que tu es, que je suis, que nous sommes tous, nous sommes fait notre mal. Hein. Manger bien pour pas cher, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Pas le moins cher possible, oui, mais ça a une limite. Hein. Un agriculteur, lorsqu'il produit quoi que ce soit, des pommes de terre, du blé ou autre, il y a des coûts incompressibles, il y a des machines, il y a de la semence, il y a son temps, il faut bien qu'il vive, donc il y a des bénéfices, il y a des charges sociales, tout ce qu'on veut. Donc voilà, et ça c'est... l'industrie a voulu compresser, l'industrie a réussi une chose, c'est de faire qu'en France on ne manque de rien. En France et dans d'autres pays, voilà, ça c'est vrai. Mais maintenant, peut-être que... De toute façon, c'est un éternel recommencement. Donc, il y a des vagues. On a fait le tout chimique. Maintenant, on revient sur autre chose. Bon, c'est pas plus mal. C'est même mieux, je pense. Hein. J'écoutais des écrits sur les oiseaux, notamment, qui disparaissent à une vitesse... c'est vertigineux. Les abeilles aussi. Les abeilles. Oui. J'ai entendu aussi. Alors, les abeilles, c'est amusant cette semaine, dimanche, lorsqu'il fait très très beau... ça bourdonnait autour de mes ruches et ça travaillait énormément. Oui, là, elles étaient... Alors là, c'est naturel, hein. C'est des abeilles... c'est des abeilles naturelles. Hein. C'est une souche qui est endémique dans la région, hein, que j'ai eu par un vieux monsieur qui est très sage en matière de tout ce qui touche la biodiversité, tout ça, donc il protège les abeilles. Donc parce que, c'est pas les abeilles, il y a des races qu'on a améliorées pour qu'elles produisent plus. Oui. Voilà, c'est comme ça, il faut bien le savoir. Lui, non, pas du tout. Donc, c'est une race qui est endémique dans la région.
Là, c'était le travailler sérieusement. Est-ce qu'il y a un problème sur les abeilles? Tu changes? Ou alors tu interviens? Je veux dire, tous les ans, tu dois changer quelque chose. Alors, moi, j'interviens à minima. Donc, je suis un piètre apiculteur, dirons-nous, puisque j'ai quelques ruches pour le plaisir d'avoir des abeilles, pour la pollinisation, d'une part. Et pour le plaisir, dans ma famille, il y avait un apiculteur. J'avais un grand-oncle qui était apiculteur. Donc, voilà. En plus, j'ai un principe, à savoir que je laisse 80% des miellets à disposition de mes abeilles. J'en prélève très très peu. Donc, comme dit un copain, mais ils travailleront jamais tes abeilles, parce que tu leur laisses de quoi manger. Voilà, c'est. Oui, mais c'est bien. Moi, je serais plus de ce côté-là aussi. D'ailleurs, à Cultive ta rue, puisque on défend la biodiversité, on est en train dans fin juin, avoir une réunion de bureau et c'est une idée justement que chacun d'entre nous prenne une ou deux ruches pour voir. Pour le plaisir d'une part déjà, puis pour protéger, puisqu'on a la chance d'avoir à Quierzy, on est dans une zone de pâturage. Il n'y a pas de culture intensive à Quierzy. D'accord. Donc les abeilles, en gros, une abeille normalement butine dans un rayon de moins d'1 kilomètre autour d'elle, jusqu'à 2 kilomètres. Nous, en grande culture, autour de chez moi, il n'y en a pas pratiquement. Et il y a un apiculteur dans le village qui se porte très bien. Il y a un apiculteur de la région campénoise qui fait le forcing pour mettre ses ruches l'été en bord de l'Oise, parce qu'il y a une flore qui est protégée, justement. Donc les professionnels, je pense, il sait de quoi il parle, mieux que moi. D'accord. Alors, ça veut dire que tes ruches, elles se débrouillent toutes seules l'hiver? Oui, puisque je laisse le miel, donc elles se nourrissent. Hein. Il y a deux solutions, c'est où on enlève les cadres qui sont pleins de miel, et il faut les nourrir avec ce qu'on appelle du sucre candi. Hein. Oui. C'est pas très naturel, parce que dans la nature, il n'y a pas de sucre candi, je suis désolé, il y a du miel. Et donc moi, je leur laisse des cadres pleins de miel. Et ce qui fait, comme elles sont bien nourries, de printemps, on va démarrer mieux. Voilà, c'est... Ils se débrouillent et d'une année à une autre, t'as pas besoin de changer la reine. La reine, alors, peut-être que je devrais le faire. Mais moi, je les laisse faire, c'est naturel. Oui. J'ai même tenté une époque, alors ça, il y a plusieurs écoles. J'ai rencontré un apiculteur qui est dans le centre de la France et qui, lui, ne met pas de cadre à ses ruches. Enfin, il met des cadres, mais sans cire. Donc, ce sont les abeilles qui construisent elles-mêmes. Il estime qu'elles sont plus heureuses, plus libres. Alors, comme tu dis... Ça vaut ce que ça vaut. J'ai essayé. Le problème, c'est lorsqu'on veut ramasser les cadres, ils sont tous collés entre eux. Ça pose un petit... Oui, effectivement, c'est naturel, c'est vrai. Ah, oui. Mais ça pose un petit... C'est moins facile. Alors, c'est vrai qu'il y a deux sortes on va dire, de personnes comme toi, et puis l'autre personne qui, eux, vont bien sûr utiliser la ruche pour récolter. Ah ben c'est un métier. Hein. Voilà. Ah ben d'ailleurs c'est très bien si je connais on devrait l'inviter. Alors ce monsieur, c'est un monsieur qui a 70 ans qui donne des cours d'ailleurs d'apiculture dans l'Aisne. Et quand je m'entretiens avec lui, c'est son désarroi de voir ce qui se passe justement au niveau des produits qui sont dispersés partout. Il est affolé quoi. Quand on voit, moi j'ai vu une année. J'en avais parlé, je crois, il y aura 2 ans maintenant. Il y a eu un traitement qui a été fait dans des champs. Ça se sentait dans le village, de toute façon. Et toutes les abeilles sont venues mourir dans la ruche, quoi. Toute la ruche est morte en quelques heures. Ah voilà. Oui. Bon, ça, c'est un accident, ça arrive. Bon, je ne suis pas professionnel, c'est moins grave. Pour moi, je parle. Pour la biodiversité, c'est grave. Mais pour un professionnel qui perd toutes ces ruches comme ça, c'est dangereux. Alors, voilà. T'as combien de ruches, toi? J'en ai 3. T'en as 3. Et avec 3, donc tu les laisses. Comme tu dis, c'est plus pour le plaisir, pour la biodiversité, justement, pour voir les abeilles, elles vont butiner à droite et à gauche. Oui. Alors, tu peux récolter combien pour le plaisir? 1 kilo de miel? Ah non, un peu plus. Un peu plus, d'accord. Ben ça, moi, je trouve que c'est bien. Ah oui, non, plus. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai déjà ramassé dans une ruche jusqu'à 12 kilos, quand même. D'accord. Oui, je les force pas, en plus, à produire. Non, oui. Quand même, oui. Elles sont bien chez Pascal. Je ne sais pas si elles sont bien. Mais... Elles ont le café, elles ont le petit déjeuner le matin et tout, c'est bien. Je ne suis pas un spécialiste de l'apiculture, loin de là. Mais moi, je serais plus amené à faire comme toi plutôt qu'à produire. Naturellement, l'abeille, sa nature, c'est de produire. De toute façon, ce qu'elle fait des provisions. Donc, si on lui enlève ce qu'elle a produit, elle reproduit. Oui. Bon, jusqu'à maintenant, jusque-là, il n'y a
pour moi, ça me pose pas de problème. Bon, après, évidemment, il y a des méthodes plus ou moins industrialisées pour récolter le miel et autres. Bon, ça, c'est... Oui, j'en ai entendu parler. C'est les nouvelles technologies. Toujours pareil, mais bon, là, le naturel, c'est mieux. Mais la plupart des apiculteurs ne sont pas dans ces méthodes-là. Oui, bien sûr. D'une part, ça demande pour industrialiser de très gros ruchers, d'une part, des gélunes. Alors que dans la région, à ma connaissance, il n'y en a pas de ce niveau-là, quoi. Alors quand tu me dis, tu proposerais plus, même des personnes qui ne connaissent pas trop l'apiculture, de pouvoir même une ruche, et puis éventuellement, ça fait du bien à l'environnement, ça fait du bien à toutes ces choses-là, quoi. Ah oui, de toute façon, au point de vue environnemental, oui, c'est peut être que bénéfique, c'est sûr. Alors maintenant, conduire une ruche, ça s'apprend tout de même. C'est vrai. Il y a quand même des gestes, il y a des bases. Bon, je vous dis, moi j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, d'avoir vu certains gestes, hein. Je pense qu'ils ont été depuis ce temps-là améliorés certainement. Oui. Mais effectivement, mais en plus dans chaque département, il y a ce qu'on appelle un rucher école où on peut aller prendre des cours. Un rucher à l'école. Un rucher école, normalement dans chaque département il y en a. Donc c'est relativement simple d'accès. Hein. Voilà. Alors, il faudrait inviter ce monsieur-là, justement, de 70 ans, ici à Radio Puisalène, pour qu'il puisse nous parler. Je pense qu'il aurait beaucoup de choses à nous dire. De ces ruches, il n'y a pas de problème. Hein. On l'invite. Avec plaisir. Ah oui, là, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, alors, là, c'est vrai que ça nous a fait plaisir de parler de ruches, parce que c'est des petites bêtes comme ça, qu'on n'a pas non plus l'occasion de savoir un petit peu comment elles vivent. Ça c'est vraiment. On ne les connaît pas. Tous les insectes sont plus ou moins organisés en société, que ce soit les fourmis ou les abeilles. Hein. Bon, après il y a des insectes qui sont plus ou moins solitaires. Puis en plus, avoir des abeilles, c'est simple, il suffit de semer des fleurs mellifères. Hein. Ça va de la bourrache ou autre. Le trèfle, la lucerne, c'est très intéressant. Et c'est beau en plus quand c'est en fleurs. Alors, tu dis semer ou alors les laisser comme elles vont butiner tout autour. Tu vas pas me dire que tout autour, il n'y a pas de fleurs qu'elles puissent éventuellement avoir. Voilà. Oui. Donc si on veut les avoir pour qu'elles pollinisent dans notre jardin, il faut essayer de les tenir à distance. Les tenir pas à distance, proche, je veux dire. Voilà, c'est plus simple. Alors, comme on dit, ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. À savoir. De toute façon, le jour où il n'y aura plus d'insectes pollinisateurs, il y a déjà, on va prendre un exemple extrême. Hein, en Chine, on pollinise manuellement. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a plus d'abeilles, tellement il y a eu des dégâts au niveau des ruchers et autres. Je sais que les Américains parlent de polliniser avec des drones. Ouais. Voilà, mais qu'est-ce que tu appelles manuellement ? C'est-à-dire qu'on prend une fleur, on frotte sur... C'est ce que je fais quand je fais un croisement de variétés de tomates. Je prends une fleur non pollinisée, je la pollinise avec une autre. Et j'apporte le pollen. Non, je préfère naturel. Oui. La petite bébête naturelle qui va butiner, là. Non, c'est mieux. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Laure ? Ah oui, hein. Ah oui, c'est mieux le naturel quand même. Ouais. Oui. Alors, en plus, moi, ce que je fais le plus, les tomates n'ont pas besoin d'être pollinisées généralement par des insectes. Parce la tomate est une plante qui s'auto-féconde, elle est autogame. Donc j'ai un autre regard. Je les ai pour le plaisir de les avoir, ces abeilles. Oui, voilà. Ça c'est bien. Voilà. Et c'est vrai que j'étais dans la nurserie en train de semer ce week-end, et j'ai entendu ça bourdonnait, elles sont juste pas très loin, ça bourdonnait. Là, on se dit il y a de la vie. Voilà, elles reviennent, elles ont plein de pollen sur les pattes, c'est génial, je trouve. C'est magnifique, elles sont chargées, c'est beau, je trouve. Ah oui, c'est joli, c'est beau à voir. Alors Pascal, là, oui, on parlait du temps. C'est vrai, forcément, le temps, on n'a pas la météo, tu peux pas nous la dire, toi alors. La météo, oui, il pleut jusqu'à dimanche. Apparemment, il fait pas une semaine. Eh oui, madame, je suis désolée. Et nous dit qui est là. Jusqu'à dimanche, qu'est-ce qu'on va faire On écoute Radio Puisalène. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas grave qu'il pleuve. Au contraire, puisque c'est un jour, ce qu'on appelle de nœud lunaire. Donc, aujourd'hui, normalement, on ne jardine pas. Jusqu'à 18h, on ne jardine pas, c'est un nœud lunaire. Donc, le jardinier est au repos, il écoute la radio, ou il prépare ses semences, ou il fait la sieste, pourquoi pas. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu appelles lunaire ? Alors, c'est un cycle de la Lune, puisque la Lune est montante, descendante. Il y a le périgée, il y a l'apogée, descendée. Et donc, le nœud lunaire, je suis loin d'être un spécialiste. Et donc c'est une phase de la Lune, du cycle lunaire, et qui fait qu'on ne jardine pas. C'est conseillé ?
de ne pas jardiner. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Toutes les revues qui parlent de jardiner avec la lune vous diront qu'il ne faut pas jardiner ce jour-là. Voilà. Donc on se met en repos. Et aujourd'hui, depuis hier après-midi, 14h et quelque chose, 14h18 je crois d'ailleurs, mes souvenirs sont exacts, jusqu'à ce soir, on ne jardine pas. Alors, c'est-à-dire qu'on ne jardine pas, on ne repique pas, on ne sème pas surtout. Voilà, c'est ça, oui, semer. Oui, surtout au niveau des semis. Bon, si vous voulez tondre votre gazon ou enlever la mousse du gazon, pas de problème. Oui, voilà. D'accord. Mais normalement, on ne sème pas, on ne taille pas, on ne fait pas des choses comme ça. On fait rien. Voilà. C'est le jour du repos. C'est bien ça. Voilà. Ah oui, c'est bien. Ça tombe bien, ce qui fait un temps de chien. Donc moi, j'avais commencé des semis de la collection de tomates samedi. Oui. Jusqu'à hier midi, j'ai semé, après j'ai arrêté, donc voilà. Je reprends demain matin. Voilà, c'est conseillé. Faites comme Pascal, donc on sème pas aujourd'hui. Ce qui est sûr, alors scientifiquement, tout le monde vous dira qu'il n'y a rien de prouvé, mais... moi j'y crois, c'est les petits dictons de nos grands-pères, ils faisaient selon le temps, c'est un petit peu ça. Ouais. Bon, alors c'est vrai qu'effectivement, si on veut vraiment suivre le rythme lunaire, c'est pas toujours facile parce que le jour où il va falloir semer, il va pleuvoir, ou il va faire froid, ou alors on sera peut-être pas en forme. Je dis complètement, c'est pas évident tout de même. On le fait le lendemain, c'est pas grave. Mais j'essaie au mieux de suivre le rythme et des saisons. Donc c'est pour ça que j'ai vu des photos de tomates en fleurs avec des fruits actuellement dans des pots. Déjà ? Oui, tout à fait, de collectionneurs. Pour moi, c'est un contresens, la nature, c'est pas ça. Ah oui. Donc là, on sème quoi ? Alors là, normalement, le mois de mars, c'est le mois des pommes de terre. On plante les pommes de terre. Donc on les plante pas aujourd'hui. Alors je crois que l'idéal, c'est maintenant, la prochaine date, c'est le 30 mars. Donc les pommes de terre, normalement, on les fait germer en lune montante, on les plante en lune descendante, si mes souvenirs sont bons, et on les bute toujours en lune descendante. Et les pommes de terre, de toute façon, il faut attendre que le sol soit chaud déjà pour commencer. Elles démarrent beaucoup plus vite, comme beaucoup de plantes de toute façon. Et on les fait germer à l'avance, on gagne du temps. Parce que le tubercule dans le sol, s'il n'est pas germé, il est beaucoup plus long à partir. Une plante, quelle qu'elle soit, plus elle démarre vite, mieux ça vaut. C'est comme un enfant, c'est comme un animal. De toute façon, c'est lui qui démarre mal. Mais il est plus fragile. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il en est même pour les plantes. Donc les pommes de terre, il y a plusieurs façons de les planter. On peut en planter... je vais le faire samedi, j'en mets 20-25 pieds sous tunnel, donc des pommes de terre qui vont être des pommes de terre hâtives, donc que je consommerai en frais 60-70 jours après, quoi. On fait un trou, on met les pommes de terre dedans. Oui, alors en plus, l'avantage de faire des pommes de terre, il faut de la place, sous tunnel, c'est qu'elles n'auront pas le mildiou, parce qu'elles sont pas exposées à la pluie, donc elles n'auront pas le mildiou. Voilà. Et ce que je fais, moi je les plante sur les bords du tunnel. C'est-à-dire que quand il pleut l'eau coule sur la bâche, et sur le bord, c'est quand même relativement humide, le sol reste humide, elles se développent bien, elles ont de la chaleur. Et puis, travailler sur les bords des tunnels, c'est pas ce qui est plus pratique. La pomme de terre reste là pour 3 mois, donc on est tranquille pendant 3 mois déjà. Ah oui, ça c'est bien, c'est une bonne astuce, ça. Voilà. Oui. Tout à fait, oui, ça c'est pas trop mal. Il faut s'économiser à nos âges. Oui. Mais ça, c'est pas la première année que tu as fait ça tu l'as. Je veux dire, au bout de quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu t'es dit, tiens, je vais utiliser ce coin-là, et puis... il est vrai que en bord de tunnel, c'est moins facile d'accès puisqu'il faut quand même y aller. Oui. Ou on marche sur une planche ou sur quelque chose. Donc moins on y va, mieux ça vaut. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une direction. Voilà, ça marche comme ça. Et la pomme de terre, de toute façon, même la plus hâtive, c'est 70 jours, de toute façon. Moi, quand on me raconte, même au niveau des tomates, qu'il y a des tomates qui produisent en 50 jours, il faut des conditions extrêmement confortables, c'est-à-dire de température idéale. C'est-à-dire. C'est 2 mois, C'est ça, 50 jours, c'est même pas 2 mois. Oui, c'est même pas 2 mois. Alors, autant sur quelques tomates cerises, sur des plants, ce qu'on appelle déterminés, c'est-à-dire des petits plants qui font 30, 40, 50, 60 cm et qui s'arrêtent de pousser, on peut arriver à 60 jours, effectivement. Mais sinon, je n'y crois pas. Oui. Voilà. Dans des conditions normales. Oui. Il faut que ça soit naturel. J'ai quand même 35 ans d'expérience en matière de tomates. Quand même. Voilà. Alors Pascal, en ce qui concerne tes pommes de terre, toutes les pommes de terre que l'on veut planter, ou alors est-ce qu'il y a une race éventuellement que tu pourrais nous... J'ai fait des essais très ratés chez moi. La rate, par exemple, je n'aurais pas la faire chez moi, qui est une pomme de terre excellente. Chez moi, ça marche pas.
J'ai tout essayé. J'ai mis des algues, du fumier, non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pourquoi, je ne sais pas. Ah oui. Voilà. Alors que j'ai d'autres, notamment une chez moi qui vient très très bien, c'est la rose de France, qui est une variété de pomme de terre rose à chair jaune. Chez moi, elle est magnifique. Alors tu fais 2 routes, 3 routes de pommes de terre, tous de la même, ou alors tu changes, tu fais Cette année, pour des raisons de retard, je vais être très fainéant. Sinon, effectivement, d'habitude, je fais une dizaine de variétés de races, une variété de pommes de terre, en gros, pour lesquelles je plante des tubercules. D'accord. Mais sinon, je faisais une centaine de variétés de pommes de terre de semis. Je sème des semences, des graines de pommes de terre. Cette année, je fais l'impasse parce que c'est très très long. C'est long. C'est ce il faut les semer en godet, il faut les rempoter, il faut les remettre en terre. C'est très très long. Donc cette année, je suis en retard pour des raisons personnelles. Donc je le fais pas. D'accord. On me posait la question ce matin, comme les gens faisaient, j'ai répondu aucune. Je vais faire uniquement des pommes de terre de consommation et non pas d'essai, ce qu'on appelle. Voilà. Alors donc, moi, une pomme de terre qui va me paraître bonne. Moi, si je l'aime ferme, et toi, si tu l'aimes farineuse, tu vas dire non, la tienne n'est pas bonne, je préfère la mienne. Voilà. Oui, c'est aussi simple que ça. Et puis, chaque pomme de terre a son emploi aussi. Les frites, c'est la binge. Voilà. Dans le Nord, on n'imagine pas, je pense, faire des frites. Ah oui, c'est avec la binge. Oui, voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais on trouve dans les jardineries ou dans les coopératives agricoles des dizaines et des dizaines de races de pommes de terre maintenant, de variétés. C'est exponentiel. Il y en a qui sortent régulièrement de nouvelles. Et puis on les voit pendant 1 an, 2 ans, paf, elles disparaissent. Pourquoi? Est-ce qu'elles n'ont pas plu? Ou on sait pas exactement. Bon, je pense que les services commerciaux, eux, le savent. Tout ça, ça dépend de la terre, de l'emplacement, toutes ces choses-là aussi. Oui, la terre, des régions aussi. Des régions, oui. Nous ici, on est dans ce qu'on appelle un pays à patates, en Picardie. Mais effectivement, dans le sud, on fait pas du tout les mêmes pommes de terre qu'ici. Voilà. Pourquoi il y a un prix entre la binge et la Mona Lisa? La différence de prix. La binge est une pomme de terre qui est très 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 ancienne. Oui. C'est pas d'aujourd'hui. Il faut bien savoir que les producteurs de plants sont astreints paient à l'INRA ou quelque chose d'organisme qui a créé une race ou une variété, paie des royalties. Donc une variété très récente, les royalties sont très importantes. Donc il y a ça, il y a la rareté aussi. Oui. Voilà. En matière de tomates, donc ce que je connais, une variété qui est mise sur le marché la première année, qu'elle soit créée par l'INRA ou par on va dire Monsanto, ou même par nous cette année dans l'association, on avait baptisé plusieurs tomates, donc la Domaine Saint-Jean-de-Borgard, Emalia, Mademoiselle Fourier. Donc comme la graine est plus rare, elle est vendue plus cher que les autres parce qu'elle est plus rare. Oui. Et il y a aussi des frais, il faut amortir la recherche. Ah oui. Voilà. Les pommes de terre, je suis pas un spécialiste. Il faut des années pour créer une variété de pommes de terre. Il faut des années. Puisque donc c'est le même système que la tomate. On pollinise des fleurs, on récupère les graines et puis on améliore le cultivar tous les ans jusqu'au moment où les gens qui conduisent le projet disent voilà c'est ce qu'on voulait. Ou si c'est pas ce qu'on veut, on arrête d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de déchets. La recherche coûte énormément de temps. Déjà, donc le temps c'est de l'argent, non, pour les professionnels. Moi je suis amateur. Il y a quelques années j'ai eu une notation de tomates qui moi me plaisait pas du tout, qui plaisait à quelques copains. Moi elle me plaisait pas, je l'arrêtais. Et par contre des copains la continuent. Moi je l'arrêtais parce qu'elle me plaisait pas. Bon j'ai investi quelques années de temps pour rien, pas pour rien non, parce que ça m'a enseigné quelque chose, mais je l'arrêtais. Donc l'industrie de la semence, s'ils arrêtent une lignée de variétés, ça a un coût. Donc, il faut bien que ça soit répercuté sur quelque chose. Et donc, c'est le consommateur qui paie. C'est aussi simple que ça. Comme d'habitude. Oui, mais c'est un peu logique quelque part. Vous avez des ingénieurs qui y travaillent, il y a des infrastructures, mais ça me choque pas quelque part. Ce qui est choquant, c'est le fait d'essayer ce qu'on appelle de breveter le vivant. Ça, je suis pas d'accord. Voilà. Mais donc, la binge fait partie un peu de notre patrimoine, on va dire, parce qu'elle est très ancienne. Là, par rapport à tous les ans, on voit des nouvelles variétés de pommes de terre qui sortent. Oui. Et de très bonnes d'ailleurs. Certaines sont très très bonnes. Voilà. Mais je vous dis, on va pas cultiver la même pomme de terre, faire des frites que pour faire en potage ou rissoler. Voilà. Et la belle de voilà, c'est vieux. C'est vieux comme la BF15 et tout ça. Voilà, ce sont des variétés très anciennes. Allez, je veux dire en 1900, aux années 60 et plus, on les voyait partout celles-ci. Oui. Voilà, je connais parce que papa était jardinier aussi. Oui, je pense. Oui. On les plantait à la main, nous. Ah oui. Alors justement. Ah mais je vous rassure, madame, je les plante à la main. Il y en a, ils ont des outils
perfectionner, quoi. Oui. C'est comment votre prénom? Daniel. Daniel qui intervient antenne ici à Radio Pisalène. Vous aimez bien Radio Pisalène et vous aimez bien aussi le jardinage. Le jardinage, mais plus encore les fleurs. Hein. C'est vrai. Peut-être que madame pourrait se présenter aux auditeurs. Oui. Allez-y, Pisalène. Je m'appelle Daniel. Je suis venue à Radio Pisalène, car la semaine dernière, j'ai joué à un jeu et j'ai gagné un CD de Didier Barbelivien. Vous venez de quelle région? Là, je suis à Soissons. Soissons. Oh, vous venez de loin. Oui. Hein. Mais tant mieux, c'est bien. Continuez alors, justement. Donc vous aimez pratiquement les fleurs. Donc vous avez un jardin de fleurs. Oui, je fais concours de balcons fleuris, de façades fleuries. Ah, nous avons affaire à une Professionnelle alors. Depuis combien de temps que vous faites ça? Toute jeune. Et donc l'année dernière, vous avez fait aussi? Oui, et vous avez la gagné? façade, oui, dans ma C'est vrai? La première de ma catégorie. Ah, bravo. C'est-à-dire dans la catégorie de... Des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens de s'offrir des... On les fait soi-même, hein. On va chercher les plants, puis on compose les couleurs, les variétés. Parce que c'est très cher, c'est vrai, comme c'est vous vrai, dites. alors on a le temps à la retraite de faire nos jardinières, nos suspensions. Là, nous avons affaire à une passionnée, là. Oui. Et là, vous avez commencé, là, déjà, pour un petit peu, non, pas encore. Où je suis, je peux pas. D'accord. Jardinage, vous faites quelque chose, non? Oui, salade, des radis, tout ce qui vient en premier, les 18 jours, les petites pincées, comme on appelle ça, les salades. Vous faites des tomates? Oui, mais... madame, j'aurai le plaisir de vous offrir une 20aine de plants de tomates. Ah, c'est gentil, monsieur. Nous échangerons nos coordonnées à la fin. Merci, Pascal. Voilà, parce que ça fait plaisir de rencontrer des gens qui jardinent, d'une part, qui viennent nous voir en plus, d'une part. Oui, mais j'adore le jardin, j'adore. Et donc, vous découvrez des variétés, je pense, que vous ne connaîtrez pas. Il y a une sorte de tomate que j'ai jamais goûtée. Elle est un peu... c'est la tomate de Crimée, c'est ça? La noire de Crimée. La noire de Crimée. Ça, j'ai jamais mangé. Elles doivent être bonnes. Alors, les tomates noires, c'est amusant parce que cette nuit, je m'entretenais avec un Américain. Il faut bien savoir qu'en ce moment, les relations américano-russes ou russo-américaines sont pas très chaleureuses, hein, avec l'histoire d'espions à Londres, bon, peu importe, ça c'est d'autres choses. Ils en parlions, et donc l'Américain me dit, mais tout de même, les tomates noires, c'est les Russes qui ont fait les premières, quand même. Et donc, oui, donc il y a toute la noire de Crimée. Il y en a des dizaines et des dizaines, voire des centaines même de tomates noires. Est-ce que ça vient de France? Non, pas du tout. Non, la Roma, elle n'est pas de... Elle est italienne. Elle est italienne. Italienne, tout à fait. Donc dans les noirs, donc vous avez la noire de Crimée. On la connaît sous plusieurs noms. C'est le nom sous lequel elle est plus connue. Mais vous avez d'autres, on a ce qu'on appelle la Black from Tula, parce que c'est un village qui s'appelle Tula, mais il y en a plein. Et donc, je vous offrirai je vais mettre quelques plants de tomates noires russes, parce que j'ai jamais mangé, alors ça me fera l'occasion de manger et puis de penser à Pisalène, mais j'y pense toujours. Alors, la noire de Crimée a un défaut, elle éclate. Ah, oui. Puisqu'elle a beaucoup de sucre, et comme toutes les tomates très sucrées, s'il pleut, elle gonfle, elle éclate. Ah, voilà. Mais bon, on fera en sorte qu'il ne plate pas dessus. C'est un problème d'aspect, hein, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout, voilà. Eh bien, ce sera avec un grand plaisir. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. Donc, vous avez une fleur préférée parmi vos plantations? Mais j'aime pas les roses rouges. J'aime les roses blanches ou roses. Vous me posez une question, je vous réponds. Tout à fait. En rose blanche, vous avez l'iceberg qui est magnifique. Oui. L'iceberg ou autre, sont magnifiques. En rose rose. J'ai un beau camélia qui est en fleurs, il est blanc, il est magnifique. Hein. Ah, c'est majestueux comme floraison. Là, en ce moment, là? Oui, dans la véranda, oui. Ah, oui, pas chez moi, mais je l'ai confié à ma sœur. D'accord. Elle a une véranda, il est magnifique. Le sien aussi est rouge. Mais il est rouge. Et puis quand on a la main verte, tout passe. Hein. Oui. C'est ce qu'on dit. Alors, ça me fait vraiment plaisir, justement, que Pascal vous offre les plants de tomates, parce que tout à l'heure, à Radio Pisalène, vous étiez en train de nous dire « Je ne gagne jamais rien ». C'est vrai. Depuis jamais, je n'ai gagné quoi que ce soit, même au loto. Vous avez gagné un CD. Et elle a gagné un CD, elle dit je suis contente, je ne gagne jamais rien. C'est vrai. J'achète quelquefois un gâtage, comme tout le monde. Oui.
Même pas, on me rembourse même pas le prix de mon ticket. Alors j'arrête. Même pas la peine de gratter. Non, même pas. Alors que lorsqu'on gratte au jardin, au moins, il y a quelque chose. Normalement. Ouais. Mais je pense que les probabilités sont plus sûres que l'auto au jardin, lorsqu'on gratte la terre. Voilà. Donc, madame, nous allons changer nos coordonnées. J'aurai le plaisir de vous offrir au nom de Cultive Terrus. Je vous remercie. C'est Daniel, hein, c'est ça. Daniel, ouais. Alors, Daniel, vous allez rester avec nous. Hein. Alors, Pascal, oui. Donc, puisque nous parlions de pommes de terre, je vais donner la recette s'il le faut. Je la mettrai en ligne sur Internet. Ma grand-mère faisait ce qu'elle appelait des pommes de terre en sauce blanche. Alors, c'était très très simple. Elle prenait des pommes de terre farineuses, genre en bunch, hein, justement. On les épluche, on les coupe en tout petits dés. Elle faisait un petit peu de raie à la poêle. Elle utilisait les graisses de canard ou de saindoux. Hein. Oui. Oui. C'était meilleur. On en avait, hein, donc ça posait pas de problème. Elle les faisait revenir un petit peu. Lorsque les pommes de terre étaient un petit peu revenues, mettez une cuillère ou deux de farine dessus. Elle les remuait. Et donc ça fait une espèce de carapace sur les pommes de terre. Et après là, elle remplissait la poêle avec de l'eau et tournait. Elle faisait cuire 10 minutes, donc ça épaississait un peu la sauce. Elle mettait de l'ail et du persil frais dedans. Et elle faisait recuire encore 10 minutes. Avec une salade, c'est extraordinaire. 20 minutes alors de cuisson. Environ 20 minutes. À peu près, oui. Mais c'est extraordinaire. Alors, il faut couper en dés petits. Alors, c'est plus simple, ça se tourne mieux. Ça cuit plus vite aussi. C'est très simple, c'est très très bon. Tu la mets en ligne, donc là. Oh, je la mettrai en ligne. Ouais. En plus, je crois que la recette, je l'ai écrite de la main de ma grand-mère encore. C'est vrai? Oui. Chouette. J'ai le papier encore écrit. Ça. Merci grand-mère. Ah bah oui. Ah bah oui. Des fois, on a des petits trucs, comme on dit, des petits trucs et astuces de nos grand-mères. Plein de choses à savoir. C'était simple. En plus, c'était très simple avec une mâche. Voilà. Oui. Donc, madame apparemment connaît cette façon de cuisiner pommes de terre aussi. La meilleure, c'est la première de printemps. Ah oui, ça. Avec tous les petits légumes. D'où l'intérêt souvent de mettre quelques pommes de terre sous tunnel actuellement. Donc si on les plante maintenant, on va les avoir au mois de juin, avec les premiers petits pois, les premières carottes. C'est au moment de la fête des mères, en principe, qu'on commence à en manger. Hein. Elle connaît. C'est quoi la fête des mères? C'est au mois de juin, c'est en juin. 25 juin, par an. Oui, c'est au mois de juin, ou un peu plus tôt peut-être, mais bon, peu importe. Donc, on va revenir à nos pommes de terre. Donc, si vous voulez en cultiver, on va dire les 10, 15, 20 plants pour se faire plaisir, parce que c'est vrai que les légumes primeurs, quels qu'ils soient, c'est les premiers de l'année, donc ça, les petits pois, les petites carottes, ça a un goût. En plus, la pomme de terre nouvelle a un goût de noisette, je trouve. Alors c'est le 27 mai pour la fête des mères. C'est pas au mois de juin, là. Ils ont tout avancé maintenant. C'est la fête des pères, alors. Qui est 2 semaines plus tard. Oui, 27 mai. Oui, si on les plante maintenant, si on met des pommes de terre de 60 jours, genre les charlottes, c'est bon, hein, 60-70 jours, c'est bon. Ouais. On est dedans. Donc, alors, sous tunnel, l'avantage, comme elles sont pas exposées aux pluies et tout ça, on peut les planter un peu plus rapprochées. Parce que généralement, les pommes de terre, si en extérieur, on les plante trop serrées. S'il pleut ou le matin, la rosée ne sèche pas vite. Donc ça, pour le mildiou, il n'y a pas mieux. Voilà, il faut bien savoir. Tous les 50 cm. Oui, alors qu'en tunnel, on peut faire jusqu'à 35. 35. On peut les rapprocher à 35. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de pluie ni rien. Donc, on peut se faire plaisir, 10, 15, 20 pieds de pommes de terre. Hein. Et là, vous le portez normalement. Par contre, le trou, puisqu'on est en tunnel, il faut l'arroser dessous. On va mettre la pomme de terre. Puis après, la culture est tout à fait classique. Hein. Et l'avantage, pour ceux qui sont des accros de la bouillie bordelaise, sous tunnel, il n'y a pas besoin d'en mettre. Il n'y a pas de maladie. Voilà. Elles vont très vite, hein, effectivement. On gagne beaucoup de temps, quoi. Voilà. Et tout le monde a un petit tunnel maintenant. On en voit de plus en plus. C'est vrai. Ouais, et c'est vrai, ta façon de planter sous le tunnel, et ça enlève toutes les maladies. Oui, parce que la plupart des maladies cryptogamiques sont dues à l'environnement humide qui stagne sur les feuilles. Et bon, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, nos printemps sont pluvieux maintenant. Les étés sont ou très secs ou avec des épisodes très pluvieux d'orage. Et on arrive à ce problème-là. Donc après, notre culture, c'est la traditionnelle, c'est pommes de terre normales. Donc on les met en pleine terre. On les met à 70 cm environ. Hein, parce qu'il faut quand même de la place, il faut qu'elles soient aérées. On les plante, quand elles poussent, on les bute au fur et à mesure. Hein, et si on veut des pommes de terre nouvelles, quand elles fleurissent, on peut commencer à arracher les premiers tubercules. Voilà, ça c'est une chose. Et une troisième façon de cultiver que j'utilise, c'est sous fumier ou sous paille. Votre sol, vous le bougez un petit peu en pleine terre. Hein. Bougez un tout petit peu sur 10 cm, ça suffit. Vous faites un trou de la grosseur du tubercule. Vous mettez le tubercule dedans. Vous recouvrez que 10 cm de paille. Bon, au début, les tiges ont quelques problèmes pour pas se travailler à la paille, mais ça va très bien.
Et au fur et à mesure que les tiges grandissent, on remet de la paille au milieu. Ton tubercule, tu le mets en dessous ou au-dessus? Sous la paille. Entre la paille et la terre, en fait. Oui, mais pour aller en l'air ou pour aller en terre? Les germes toujours en l'air. D'accord. Voilà. Toujours en l'air. Quand on met une pomme de terre à germer, vraiment les germes tournent et ils cherchent la lumière, hein, de toute façon. Ah, ils le font tout seuls. Naturellement. Brave petit. Vous savez, dans les champs de plantation de dizaines d'hectares de pommes de terre, on regarde pas s'ils Ah oui, on lance et puis la machine distribue, hein, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Bon, pas aussi simple. Non, c'est pas si simple. Je veux dire, mais technologiquement, on regarde pas dans quel sens sont les yeux de la pomme de terre. Hein. Pas du tout. Alors, au niveau soin, la pomme de terre, moi, je suis pas du tout un fanat de traiter à l'huile bordelaise, hein, bien qu'en bio, ce soit accepté. Hein. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui. Mais à titre préventif, effectivement, la huile bordelaise, c'est quand même pas mal. Moi, je préfère la prêle. Décoction de prêle, hein, qui renforce la plante, qui protège quand même. Qui l'a fait démarrer alors, c'est ça. Qui protège la plante du mildiou notamment. Oui. Et en cas d'attaque, après c'est décoction d'ail. Hein, voilà. Purin d'ortie. Purin d'ortie pour booster. Alors la pomme de terre. Ça sent mauvais. Hein. Oui, mais oui, c'est vrai, mais c'est du vécu, madame. Voilà, oui, c'est vrai, ça sent mauvais. Alors c'est tellement. On peut en faire tellement un usage étendu que oui, il faut faire avec, voilà. Hein. Ouais. Moi, j'avoue que je suis tellement habitué que ça me gêne plus. Pourtant, parfois, j'ai des mains qui sentent le purin d'ortie, ça c'est clair. Voilà. Mais ça, on peut le faire, donc ça booste un petit peu les plantes. De toute façon, quels que soient les oligo-aliments qu'on apporte à une plante, ça peut être que bénéfique. En général, pas trop non plus, parce que si on lui apporte trop d'azote, elle fait de la tige, mais c'est la pomme de terre, pour faire des tubercules, il faut de la potasse. Donc, si dans votre sol, rien vous dispense, c'est pour ceux qui chauffent au bois, de disperser un peu de cendre de bois, ça peut être que bénéfique. Hein. Il y a de la potasse, ça peut être que bénéfique. Il faut pas en mettre trop non plus, parce qu'après, ça a tendance à colmater le sol. Il faut savoir doser. Oui, il faut en mettre une poignée. Moi, je connais des gens, aussi bien en plantation de tomates que pommes de terre, qui mettent un peu de cendre au fond du trou de plantation. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais rien vu de mal. Hein. Faut pas en mettre trop, c'est tout. De toute façon, c'est naturel, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Mais c'est comme tout, il faut pas en mettre trop. On verra pas une pomme de terre pousser dans un tas de cendres. J'ai des doutes, ça va la brûler de toute façon. Voilà, donc il faut. C'est un équilibre entre tout. Alors ton purin d'ortie, c'est pareil, c'est quoi? C'est une journée en le macérant, une journée ou plus? Je les surveille, les orties, que cette année, par rapport à l'an dernier, elles sont en retard. J'ai remarqué ça. Elles poussent moins vite cette année. Elles sont pas très grandes pour l'instant. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils vont aller très très vite. Hein. Oui. Donc les purins d'ortie, comme beaucoup de purins en fait, hein, c'est 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. D'accord. Que l'on fait macérer. Alors, plus il fait chaud, plus ça va vite. Il faut bien le savoir. Mais pour avoir un purin de qualité, il faut bien minimum 15 jours quand même. Ah bon, moi j'aurais pris moins que ça, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit un désherbant, attention. Hein. Ah non. Pur, c'est un désherbant. D'accord. Voilà, donc, on met 1 kg de feuilles, que ce soit la prêle, les orties, ou la consoude, peu importe, hein, toutes les plantes, quoi, la consoude et d'autres plantes. 1 kg pour 10 litres, et après on dilue ce purin à 10 ou 20% maximum. Moi je le fais à 10% en général. D'accord. Donc, ou en pulvérisation ou en arrosage. Parce qu'en pulvérisation, c'est l'absente, c'est des micro-gouttelettes, la plante absorbe tout de suite. Ah, donc il y a un effet qui est beaucoup plus rapide. Voilà, ça se voit, hein, c'est vrai. Mais bon, la pomme de terre, si vous avez un terrain auquel vous apportez du fumier, vivra très bien sans rien. Hein. Le fumier, c'est... J'ai découvert qu'il y avait des journées, des gens qui ont institué, des jardiniers, la journée du fumier, ce qu'ils appellent. Alors c'est amusant, c'est-à-dire qu'ils se mettent d'accord avec des agriculteurs qui ont des vaches ou d'autres animaux, et cette journée-là, on distribue le fumier. C'est assez amusant, je trouve. Ah oui, parce que le fumier, tu le payes. Enfin, quoique. Alors, si on va en jardinerie, on l'achète, on le paie. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis, vous avez, parce on en voit de plus en plus maintenant, ce sont des poney clubs ou des pensions pour chevaux, où parfois les établissements ne savent pas comment s'en débarrasser. Donc, avec plaisir, ils vous disent venir le chercher. Moi, on me l'apporte carrément.
Ah bien, dis donc. La personne, j'ai deux personnes. Une, c'est régulier, et l'autre, l'an dernier, m'a contacté, elle dit, je ne sais pas quoi en faire, est-ce que ça vous intéresse? Voilà, donc il l'apporte carrément. Et donc, bon, là, il y a bien sûr le deal, c'est personne qui apporte du fumier, à l'année, j'y fournis quand des tomates, autre chose, c'est logique, des aubergines, c'est tout à fait logique. C'est ce que j'appelle l'échange gagnant-gagnant. Oui, un échange, voilà, c'est ça. Moi, ça m'arrenge que j'ai pas à aller le chercher. Et puis lui, ça l'arrange qu'il est débarrassé. Oui. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En plus, comme ces animaux, il cultive un peu de céréales parce que sa fille fait des concours de chevaux de trait, et non pas de course, des chevaux de trait. Donc ces chevaux, il les traite pas avec des médicaments industriels ou chimiques, qu'avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Il traite pas son blé, il fait du blé pour la paille et non pas pour le rendement, donc son blé n'est pas traité. C'est du bio. Oh, c'est nature carrément. Oui, c'est très bien. Mais il m'apporte son fumier. Après une téléphone, j'ai une remorque pleine. Bon, d'accord, paf, il arrive. Alors, fumier de cheval, pas fumier de vache. Moi, j'utilise fumier de cheval. Voilà. C'est ce qui convient le mieux à ma terre. J'ai une terre qui est très riche, qui est très forte, très argileuse. C'est ce qui convient le mieux. Maintenant, c'est sûr que si vous mettez, parce que le fumier de cheval est très pailleux, ce qu'on appelle. Si vous le mettez dans une terre sablonneuse, ça va pas aller. L'effet ne sera pas le même. Et donc, je parle de ce que je connais généralement. Donc, en terre argileuse, fumier de cheval, c'est sûr. Voilà. Vous le faites bien mûrir. Alors, pour faire mûrir, il y a deux solutions. Soit on le met en tas tassé pendant 1 an, ou alors on met dans un tas très, on le tasse énormément, on l'arrose, on le bâche, et il va mûrir en 2-3 mois. Oui, il va. En 2 mois, En plus, il va activer, oui. En plus, c'est un avantage. Il faut bien savoir que du fumier qui est tassé, arrosé et bâché donne ce qu'on appelle le coup de feu. Dans ce système des couches, au cœur du fumier, la température monte à plus de 70 degrés. Et donc, ça tue en gros pratiquement toutes les bactéries, d'une part, enfin, certaines bactéries, et les graines qui peuvent être dedans sont de nuit inertes, plus ou moins. Elles ne germent plus après. Parce que l'inconvénient du fumier, généralement, c'est qu'on apporte quand même des graines. Faut pas rêver, il n'y a pas que des avantages. Oui. Effectivement, moi, chez moi, je paille, parce que si je le fais pas, j'aurai pas d'herbe qui pousse. Oui. Je le sais, mais comme je paille tous les ans, donc ça, je repousse les feuilles mortes aussi, c'est bon. Feuilles mortes, ces choses-là, parce que ça apporte les feuilles mortes, du compost, avec une limite. Les feuilles d'arbres fruitiers, si vos arbres fruitiers sont malades. Oui. Voilà. Là, c'est pas la peine, oui, on met pas. On dit des fers brûlés. Moi, je les fais pas, je les mets dans un tas pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans. Et puis, voilà. J'ai peut-être tort, je sais pas. Mais effectivement, je pense qu'en fermentant avec du fumier mélangé, ça tue quand même pas mal de bactéries. On va demander aux auditeurs si vous avez la solution. Une solution, vous nous appelez 03 44 75 3000 sur Radio Pisalène. Pour le paillage, oui, je pense que chacun a ses solutions. Oui. Puis des petits trucs et astuces de nos grands-mères, vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Donc pour en venir aux pommes de terre qui sont plantées, je reviens sur la plantation tunnel, on peut mettre n'importe quoi à côté, genre des tomates, il n'y aura pas de problème de ce qu'on dit généralement, on ne met pas des solanacées les unes du côté des autres, pommes de terre, tomates en extérieur, pour des causes de milieu. En tunnel, il n'y a aucun problème, justement. On n'a pas à se battre contre cette maladie, donc on peut mettre un pied de tomate à côté du pied de pomme de terre. Ah, c'est bien. Ça posera pas de problème, normalement. Oui. Voilà. Alors, il n'y a pas que les pommes de terre en ce moment. Beaucoup ont dû le faire déjà, c'est planter tout ce qui est ail, échalote, oignon. Pour beaucoup, c'est fait. Alors, la tradition veut que le jardinier amateur qui a un peu d'expérience plante ses oignons à la Saint-Joseph. Donc, la Saint-Joseph, c'est le 19 mars, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on dit que c'est la date idéale. Alors, pour revenir aussi aux pommes de terre, puisque nous en parlions hors antenne, les jardiniers qui cultivent en biodynamie plantent les pommes de terre le mercredi saint, c'est-à-dire le mercredi d'avant le vendredi saint. Oui. Voilà. Moi, je pratique pas. Donc, ce genre ça fait un peu tôt. J'ai eu un vieux voisin qui plantait tous les ans fin février les pommes de terre. Je les ai jamais vues gelées. Ah. Ouais. Alors, le comment du pourquoi, j'ignore quand même. Voilà. Jamais j'ai vu ce pomme de terre gelée. Jamais. Alors, c'est peut-être parce qu'il est bien protégé, il a un endroit où c'est peut-être ça aussi, parce que bien souvent, le jardin, il faut qu'il ait de la lumière, mais il faut quand même qu'il soit protégé, parce que si il est à tout vent... Oui, chez moi, c'est très aéré. Oui, c'est vrai que c'est aéré chez toi. Mais non, je ne sais pourquoi, je ne sais pas. Oui. Non, tous les ans, en février, il plantait ses petits pois et des pommes de terre. Il a toujours réussi.
C'est vrai que c'est tôt. Hein. Je l'ai toujours vu. Alors, il mettait ses petits pois ça c'est pour aider la germination dans du marc de café. Ah oui. Qui fait que la graine gonfle, elle n'est pas dans l'eau, elle éclate pas, elle gonfle, et donc on gagne du temps au niveau de la germination. Ouais, tout à fait. On peut utiliser une autre méthode, la méthode dite Scotex, c'est-à-dire qu'on met les graines on prend un récipient, papier absorbant, sopalin, de toute façon, voilà, pourquoi pas. Vous mouillez, vous mettez vos graines, vous recouvrez encore de papier absorbant, quelle soit la boîte, vous fermez. Et moi, en 48 heures, les graines d'aubergine sont un germe qui sort. Et ça nous fait gagner quoi 8 jours En aubergine, oui, tout à fait. C'est vrai. Ça, mais, tout ce qui est aubergine et poivron, piment, je les cultive comme ça. Je fais germer comme ça. Mais il faut faire très attention, parce qu'une fois que le germe, lorsqu'il commence à pointer, 24 heures après, dans un milieu très humide, chaud et protégé, en 24 heures, le germe fait 2 cm. Et là, si on plante, on casse. En gros, dès qu'il y a une pointe blanche qui sort d'un demi-millimètre, il faut mettre en terre. Et je le fais pour aubergine, poivron, piment. On gagne du temps. Donc méthode de Scotex. À l'école, on a tous fait ça avec des haricots du coton hydrophile. Oui, c'est vrai. Des lentilles, voilà, exactement aussi. Voilà, c'était ce qu'on appelait les sons de choses dans le temps. Et maintenant, ils appellent ça les SVT, sciences de la vie et de la terre. C'est la même chose. Et donc, il y a une personne, c'est Scotex, qui a repris à son compte ce genre de méthode, alors qu'on l'a tous fait, quoi. Voilà. Mais ça peut aider. Ça peut aider. Donc, pour revenir à ail, oignon, échalote, de toute façon, c'est quand même. Alors, d'une part, ce sont des plantes qui ont un bienfait sur la santé qui est assez extraordinaire. C'est bien l'ail que l'oignon, hein. C'est connu. Antioxydant, au niveau cardiaque, ça n'a que du bon. Et en plus, je pense que cuisiner, relever un plat sans ail ou sans oignon, sans échalote, sous nos contrées, ça va être difficile. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, bon, c'est vrai que il faut quand même de la place. Hein. Pour planter l'oignon, l'ail et puis l'échalote. Hein. Il faut quand même. Si on en plante beaucoup, si on en consomme beaucoup, oui. Oui, sinon une ou deux routes d'ail, d'échalote. Les oignons, échalotes, ça se plante en gros sur le rang, elle est à 15 cm environ. Oui. Et puis entre les rangs, on laisse 25. Donc, oui, on en met quand même pas mal. Hein. C'est vrai, oui. Donc ça se plante. Donc maintenant, ça va être moi, j'ai pas commencé. Ma terre est gorgée d'eau, donc de toute façon, je sais même pas. On va attendre un peu. Oui, parce que sinon, ça pourrait pourrir et puis ça. Alors tout ce qui est ail, oignon, échalote n'aime pas l'eau stagnante, hein, ça c'est bien clair. Hein. Donc si c'est un terrain, tout ce qui est aliacé n'aime pas l'eau qui stagne. Ça c'est comme ça. On n'y peut rien. Donc moi je dis qu'en Picardie, planter, donc ça se plante, dans le meilleur des cas, sur notre climat, février jusqu'à fin avril, quoi, à peu près. Donc on est dans les temps, pas de problème. Hein. Donc en sol léger, drainant, hein. Pas de fumure surtout, pas de fumier avant, sinon on va avoir une grosse illusion de voir l'ail et l'oignon pourrir. Ah oui. Ouais, il faut plutôt un terrain dans le sud de la France où les terres sont pauvres, on réussit très très bien l'ail et l'oignon. Il faut une terre sèche. Si vous avez un terrain qui est sablonneux, léger, vous pouvez carrément enfoncer complètement, même plus qu'enfoncer que sa hauteur, la bubille d'oignon ou le cailleux à planter. Par contre, en terre humide, vous pouvez carrément faire une petite butte et puis planter en haut. Comme ça, au moins, l'eau peut s'écouler, ça draine. C'est une technique. Les petits conseils de ma grand-mère. Alors effectivement, ça peut paraître fastidieux de faire des petites buttes pour des oignons, des petites buttes qui font 5 cm, un peu plus. Hein. Bon, avec la binette ou un râteau, on tire la terre, planter dessus. Ça permet au moins de pas que les bulbilles ou les cailloux pourrissent. Voilà, c'est tout. Et puis comme la terre après se délite plus ou moins, le bulbe est libre, il peut grossir tranquillement. Alors si on attend un petit peu, par exemple dans 15 jours ou dans 8 jours, non, c'est là qu'il faut le faire. Moi, de toute façon, je pourrais pas le faire avant, hein, parce que ma terre encore, c'est gorgé d'eau, donc je peux rien faire. Hein, ça sert à rien. Mais c'est le moment de le faire. Oui, ou alors ce qu'on peut faire au niveau de l'ail, c'est l'ail que l'on plante l'hiver. D'accord. Pour les oignons, il y a le Mulhouse, il y a le Stuttgart, voilà, oui. Moi, un que j'adore, c'est l'oignon rouge.
qui est très très doux. Bon. Voilà. Hein. Notamment, il y en a un, c'est celui de Roscoff, hein, l'oignon breton qui aussi, oui. il est très très bon. Oui. On peut le manger cru comme ça, il est très très bon. Voilà, ça c'est bon. Voilà, il y a la rose de Lautrec, hein, que tout le monde connaît plus ou moins. Et au niveau des échalotes, entre la longue, la demi-longue, celle de Jersey, la cuisse de poulet, voilà, tout à fait. Ouais. La cuisse de poulet qui à une époque a pratiquement disparu pour des raisons pas de santé, on va dire, hein, parce qu'il y avait des problèmes de maladie, il a fallu refaire des souches propres et autres. Et ça, donc, par contre, ce sont les Spensiers qui l'ont fait, la preuve qu'ils font de bonnes choses aussi. Voilà. Ce sont eux qui ont sélectionné des souches et qui ont réussi à éliminer toutes les maladies qu'ils pouvaient. Pour les herbes, pour la cuisine, on peut le faire dans une jardinière, vous savez. Moi, je le fais tous les ans. Alors, en plus... Persil, le thym au citron, tout ça, je le fais dans une jardinière. On peut, oui, bien sûr. En plus, pour ce sont des petites plantes qui sont de petite taille. En plus, un avantage, c'est que la terre qui est en jardinière chauffe beaucoup plus qu'en pleine terre, parce que d'une part, elle a de l'air tout le tour. Oui. Le volume est beaucoup moins gros. Et par exemple, tout ce qui est le basilic, toutes ces plantes-là aiment la chaleur. Ce sont des plantes de Méditerranée, la plupart, donc qui aiment la chaleur, donc ça peut être que bénéfique. De toute façon, sur un balcon ou une terrasse ou un bord de fenêtre, on peut jardiner. On fait des jardinières sur pied. Bien sûr. Oui, aussi. Bon, effectivement, on va pas mettre 50 salades sur un bord de fenêtre, mais... Une, deux, trois salades hein, sur... on met 3 jardinières. Oui, exactement. Mais au niveau des herbes, tout ce qui est condiments, oui, c'est une très bonne idée, de toute façon, de le faire. Hein. Moi, je sais que... sous la main. Ma compagne, moi, elle veut surtout pas que je mette tout ce qui est thym et tout ça en jardin. Elle me dit, moi, quand j'en ai besoin, elle sort, elle descend 2 marches. Mais elle a raison. Elle a raison, c'est bien. Moi, la ciboulette, le persil, tout ça, c'est bien. Le thym, voilà. Qu'est-ce qu'il y a la citronnelle. La citronnelle, oui. Oui. Le romarin. T'as raison. Je te donne raison. Elle a raison. Bon, d'accord. Je m'incline alors. De toute façon, que je me dis non. On aime bien avoir tout ça là ici. Mais ça, ce sont des idées féminines, donc vous avez ce sens pratique, parce que moi je cuisine, mais dans beaucoup de familles, ou surtout il y a très longtemps où les femmes travaillaient moins que maintenant, donc cuisinaient. Oui. Effectivement, c'est beaucoup plus simple d'avoir les condiments, tout ce qu'on a besoin pour pratiquement tous les jours sous la main, plutôt d'aller au fond du jardin. Maintenant, ça t'empêche pas de faire les deux, hein? Oui, de faire au fond du jardin, puis pour madame, je pense à vous, à madame, hein. Oui, juste là, sur la droite, son petit coin, justement, son petit carré. Là, c'est son jardin, voilà, son petit carré. Non, mais c'est bien, moi je trouve que ça là-dessus, c'est bien pratique pour nous, ouais. Mais bon, elle sait, mais après c'est moi qui entretiens. Mais oui, il faut que ce soit pratique, voilà. Donc l'avantage de l'ail et l'oignon, mais il n'y a pas beaucoup d'entretien, ail, oignon, échalote, à part un petit coup de binette pour désherber et aérer le sol. Il n'y a pas grand chose à faire. On l'arrose pas. Ça sert à rien de l'arroser, hormis il faudrait franchement qu'il fasse très 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 sec. Et encore, moi j'ai jamais arrosé l'ail et oignon. Voilà, c'est tout. Hein. Allez, la seule chose à faire éventuellement, c'est pour faire gonfler. Alors, certains disent que c'est vrai ou pas. Ce qui est sûr, ça gâche rien. Ail et oignon. Rabaisser ce qu'on appelle les queues, les fans, pour faire gonfler le bulbe, soi-disant. Ah oui. J'ai fait un rang sur 2 pour voir ce que ça donne. C'est pas vrai. Un fait, un non fait. Moi, j'ai pas vu la différence. Ah bon? Non, vous non plus. Madame, vous non plus? Non. Voilà. Bon. Papa le faisait, mais non. Et il y en a même pour l'ail, il y en a même qui font un nœud avec les fans. Ah oui, c'est vrai ça. Voilà. Oui. Je l'ai fait moi. Alors je pense que le jardinier qui fait ça, dans son esprit, c'est en faisant un nœud, la sève passe moins, puis elle reste en bas. Un fil électrique pour faire un nœud, l'électricité passe toujours. Hein. Voilà. Puis en plus, à partir du moment où moi, je pars du principe, des questions, j'en ai tous les jours, toutes les nuits et autres. Des personnes me disent, moi, je fais comme ça. Parce que j'écris comment je fais. Mais moi, je fais comme ça. Ma réponse est, si vous faites comme ça et que ça fonctionne, oui, ne changez rien. Continuez. Parce que d'une part, lorsqu'une personne fait quelque chose, elle a ce qu'on appelle le tour de main, elle le fait ce qu'elle est habituée, elle sait faire, ou on lui a montré, ou parfois c'est une pratique ancestrale de famille, qui est là, tout simplement. Et ces oignons, ils sont gros? Mon vieux voisin, l'ail, tous les ans, il nouait. En plus, c'est beau. Je trouve que c'est beau, ça change un peu, ouais, voilà. Bon, moi là, chez moi, franchement, on n'est pas terrible, ma terre est trop riche.
Je n'ai jamais eu de belles têtes d'ail. Voilà, j'en ai, je peux en avoir, mais c'est pas... Ma terre est trop riche, donc ça sert à rien. T'as pas la même terre que ton voisin? Non, pas du Qui tout. était juste à côté de chez toi? Qui était de l'autre côté de la rue. C'est bizarre. Non, non. C'est peut-être de la terre rapportée aussi. Lui, il a la terre rapportée. Oui, c'est ça. Oui. Oui, tout à fait, oui. Voilà, bon, puis je pense qu'il y a surtout au niveau de tout ce qui est à Yoignon, il y a des traditions familiales où le grand-père faisait la cuisse de poulet ou la grise, voilà. Hein. Et puis, je pense que on continue à le faire. Lorsqu'on en trouve, parce que il y a des variétés qui deviennent très difficiles à trouver. Alors maintenant, il y a des conservatoires, notamment en Picardie, il y en a un. Il y en a un autre dans le nord de la France où ces conservatoires recherchent auprès de jardiniers, ou anciens ou pas, des variétés endémiques de la région. Bon, par exemple, vous avez, on en parlera après, les carottes, vous avez la carotte de Tilk. Il faut dire que dans la région, elle vient, j'ai des racines qui font plus de 30 cm. Voilà, c'est... Des racines? Oui, oui, c'est phénoménal. C'est une carotte qui vient très longue. Voilà, bon, il faut une terre profonde, par contre, donc chez moi, je ne peux pas la mettre n'importe où. Il y a des parcelles où je ne peux pas la mettre. Voilà. Donc nos oignons, voilà, j'en fais beaucoup parce que ça me sert à faire mes décoctions en prévision du mildiou, au cas où. Voilà. Donc l'an dernier, j'ai pas utilisé beaucoup puisque on n'a pas été trop embarrassé avec le mildiou. Les années ceci ne se ressemblaient pas, donc on va voir. Oui, c'est vrai. Donc là, je vais en planter, mais j'ai le temps. Puis de toute façon, il faut absolument laisser le temps au sol de se réchauffer avant tout. Lorsque je dis par exemple de pailler, de cultiver les pommes de terre sous de la paille, il faut attendre que la terre soit chaude. Parce que si vous paillez sur un sol froid, le sol va rester froid dessous. Il est beaucoup plus long à se réchauffer. Donc il faut attendre que... Ça risque de moisir aussi. De moisir, oui. Puis, de toute façon, il faut attendre. Alors par contre, j'ai oublié l'inconvénient de cultiver les pommes de terre sous paille. Ça a deux inconvénients. Les limaces adorent ça, donc elles vont se mettre sous la paille. Et éventuellement, si vous avez un petit mulot, voilà. Donc l'idéal, c'est d'avoir un chat. Après. L'idéal. Voilà. Parce que puis comme les tubercules pommes de terre sont à fleur de terre entre la paille ou le fumier, si c'est du fumier, et le sol, pour le mulot, c'est très facile d'aller les grignoter. Ils font des galeries. Oui, aussi, oui, tout à fait. Mais un peu moins comme. Voilà. Donc il faut faire attention à tout ça aussi. Toutes ces petites choses-là, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de planter, semer, et puis il faut vérifier après. Alors, l'ail et l'oignon et l'échalote sont des plantes ce qu'on appelle de bonne compagnie. Et on peut les planter auprès de plein de... Elles font bon ménage avec les fraises notamment, avec les fraisiers, avec les tomates, avec les pommes de terre. Il y a des plantes qu'on ne peut pas vraiment mettre l'une à côté de l'autre. Pour des raisons parfois de maladies cryptogamiques, genre on va expliquer pommes de terre, tomates. Si dehors vous avez une parcelle de pommes de terre qui à côté vous avez un rang de tomates, si les pommes de terre ont le milieu, dans les jours qui viennent, les tomates vont l'attraper aussi. Donc en fin de compte, il vaut mieux faire tout sous tunnel. Au moins comme ça, c'est sûr que... il faut un grand tunnel. Ah oui. Il faut un grand tunnel. Alors... Oui, mais au moins vos plantes, elles sont pas malades. Oui, mais si ça grandit sans soleil, c'est pas... Les bâches maintenant sont assez bien structurées. Oui. Et le soleil, il passe à travers les rayons de soleil. Alors, ça réchauffe. Effectivement, j'ai constaté au niveau sucre sur les tomates, par exemple, elles sont moins sucrées en tunnel qu'en extérieur. Ah oui. Voilà, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Elles ont moins de soleil direct. Il y a ça. Mais puisque nous, dans l'association, on reproduit des semences pour les jardiniers, tout ça, on s'est rendu compte que l'aléatoire, on n'a plus le droit, nous, à ce niveau-là. On ne peut pas se permettre. Et puis surtout, je voyais hier matin, demain s'il pleut, demain matin s'il sème, faut que je puisse travailler, donc il faut que je sois à l'abri. Ah oui. Voilà. Jusque dimanche, c'est ça. Ah oui, apparemment c'est une semaine qui va être catastrophique. On fait une semaine sous tunnel. On plante sous le tunnel. C'est quand c'est lundi, j'avais plus de 30 degrés sous le tunnel. Ah oui. Au soleil, oui. Mais oui. Et ouvert, je l'ai ouvert en plus. On arrose un petit peu quand même quand il fait. Là, ce sont des semis, donc ils sont en plaque, c'est arrosé avant, je les baigne avant, puis après ils patientent. Voilà. C'est pas mal. Par contre, c'est sûr que si vous faites une plante en tunnel, il faut arroser. Donc l'idéal, c'est le goutte à goutte, parce que ça consomme pratiquement pas. Oui. Voilà, de toute façon, il y a des contraintes, faut pas. Il n'y a rien. Si on veut manger des produits
cultive, il y a des contraintes. Il faut prendre sa binette déjà pour commencer. Oui, PTB. Hein. Il faut aller au Prends ta fond du binette et bine. La terre, il faut la bouger un petit peu, il faut planter, il faut s'occuper, il faut arroser, voilà. Ça vient pas dans l'assiette comme ça. Hein. Pas en claquant des doigts. Mais c'est comme une activité qui est très saine. C'est reconnu. Hein. Il vaut mieux le faire soi-même que d'acheter surgelé. C'est un choix. Et c'est autre chose, oui, c'est différent. Ah ben oui. Là, c'est pas le même goût, puis là, le jardin, c'est le plaisir quand même. C'est le plaisir, hein. Bien, moi, si je passe du matin, tiens, je suis comme Laure, moi, du matin au soir, moi, il fait beau, moi, c'est toute la journée dehors. Alors, c'est un plaisir, c'est écologique si on emploie des méthodes écologiques, d'accord, et surtout, c'est économique. Ah oui. Bah, au niveau qualité. Parce que la qualité, on la trouve dans le commerce, mais il faut la payer. Oui. Voilà, c'est comme n'importe quoi. C'est comme même vous allez dans un magasin de bricolage, vous avez de la peinture bas de gamme et de la peinture haut de gamme. Exactement. Oui. Voilà. C'est vrai qu'il faut. Les pommes de terre, vous avez les pommes de terre qui est moins bien, puis il y a celle qui est cultivée différemment, selon ce que l'on recherche comme critère. Mais effectivement, si on fait le rapport, lorsqu'on produit ses légumes ou ses fruits et autres, si on devait l'acheter en haut de gamme à l'extérieur, oui, ça a un coût. Ça a un coût, il y a 2 ans je l'avais calculé déjà, c'est énorme. Pour une famille c'est énorme, c'est un budget énorme. Alors maintenant effectivement, si ça se faisait à une époque, il y avait la grande mode, les gens se mettent des carottes et ils arrosaient avec un désherbant carotte. Alors l'intérêt il est où là? Dans ce cas-là, il vaut mieux acheter ses carottes et puis ça fera vivre au moins le maraîcher, parce que c'est pour faire la même chose que, même parfois pire, parce que le jardinier amateur ne sait pas forcément bien doser, et même c'est reconnu qu'il a tendance à surdoser les produits chimiques. Il n'y a pas d'intérêt là, il n'y en a pas, j'en vois pas. Mais effectivement, si au lieu de désherber avec un assez pratique, le désherbant carotte, vous semez vos carottes, vous arrosez avec au semis, jusqu'à la fin, il n'y a pas une arbre qui pousse. Ah oui, d'accord. C'est pratique. Alors je connaissais moi Oui, mais alors, je connaissais deux jardiniers parisiens qui venaient en week-end avant leurs épouses dans la région là. Et bien sûr, quand tout était semé pommes de terre, c'était arrosé au désherbant spécial pommes de terre, les carottes, et ainsi de suite. Et ils arrivaient, j'allais boire un coup, ils allaient traîner tout ça, et ils arrivaient le samedi soir, c'était nickel le jardin. Il n'y a rien à faire, oui. Mais dans le désherbant, comme tu dis, carottes, il doit y avoir certainement des choses qui ne sont pas bien. Eh ben, ce sont des antigerminatifs, ce sont des produits chimiques, des molécules qui bloquent la levée des graminées ou autres. Voilà. Bon, maintenant, c'est un choix, mais si c'est pour faire ça, il n'y a pas d'intérêt. Non. Voilà. Mais si on parle de manger sainement, si vous voulez acheter des produits sains dans le commerce, ça a un coût. Alors, effectivement, tout le monde ne peut pas cultiver, on est bien d'accord. Il y a des gens qui sont au 5e étage d'un immeuble. Bon, effectivement, même si on a un balcon ou un bord de fenêtre, effectivement, on ne fera pas toute la production pour une famille, c'est impossible. Oui. Mais dans la mesure du possible, si on le fait, tant qu'à faire, le faire bien. Ça, c'est vrai. Voilà, maintenant c'est mon approche. Elle vaut ce qu'elle vaut. Alors, Pascal, là, on va terminer tranquillement, gentiment. Donc, puisque nous parlions de semis en jour racine, puisque le samedi notamment, une racine par excellence, c'est la carotte. Puisqu'on en parle un peu. Je pense que ça compose, par exemple, dans la composition de beaucoup de plats, on peut la manger crue, cuite, braisée, même simplement cuite Vichy. Voilà, bon. Pourquoi pas avec une crème fraîche. J'adore les légumes, moi. J'aime pas trop la viande, mais les légumes. J'aime bien les deux. Moi aussi, j'aime bien les deux. Donc les carottes, alors je dirais pas qu'il y a une carotte pour chaque saison, mais c'est pratiquement ça tout de même, puisque vous avez on peut se mettre dans les endroits plus ou moins avec un climat doux, plus doux que chez nous peut-être, des carottes très courtes. Donc non, carrément courte. Il y a ce qu'on appelle des grelots, ça vient un peu plus gros qu'une noix. Donc il y a la belot, il y a une qui s'appelle Marché de Paris, qui sont des carottes rondes, qui sont très hâtives, qui sont plus très cultivées, parce que maintenant, effectivement, avec les cultures qui se sont développées sous serre et autres, ou même en région nantaise où il fait pas très froid l'hiver, donc les carottes on peut. Donc c'est une carotte qui est très hâtive, qu'on trouve plus beaucoup dans les jardins. Après il y a les carottes demi-longues, donc qui sont les carottes d'été, genre la Touchon justement, la nantaise. Donc qu'on peut semer dès maintenant. Moi, elles font 5 cm. Je les ai... 5 cm voilà, sous tunnel. Sous tunnel. Donc je les sème graine par graine. Et puis là, j'ai
Il n'y a pas besoin d'éclaircir. Après. Voilà, tout à fait. Ah ben vous gagnez du temps, hein, Daniel. Oui. Ouais, c'est peut-être plus fastidieux à semer graine par graine, quoi qu'avec une pince épilée, ça va très vite. Hein. Une pince à épiler. Je sais pas, je n'aurais pas pensé. Mais semis de collection de tomates, c'est une graine, donc c'est fait avec une pince à épiler dans une alvéole, une par une. Oui. Ouais, non, c'est plus facile de prendre une graine avec une pince à épiler qu'avec les doigts. avec mes gros doigts. Voilà, c'est plus précis aussi. Oui. Parfois, j'alterne, mais avec une pince épilée, c'est pas facile. Oui. Donc les carottes, moi je vous dis, je les sème on va dire tous les 5-6 cm. Elle n'a pas des tonnes, hein, mais donc on va faire la jonction avec celle que je vais semer samedi. Samedi, j'en ressemé. Voilà. C'est quand même minutieux, quand même. Hein. Vraiment. Non, mais c'est vrai que c'est. Avec ta pince à épiler. 500-600. Bon, on peut le faire à la main aussi. Oui. Hein. Et puis si vous les semez plus épais, vous le faites aussi plus épais. Oui, parce qu'il y a, il faudra après les éclaircir. Ouais. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas des appareils exprès, justement, pour. Vous avez des semoirs pneumatiques qui saumoirent comme un stylo. Vous appuyez sur une petite poire, ça fait tomber une graine à chaque fois. Voilà. Oui, aussi. Bon, moi, je n'utilise pas. Pourquoi? Parce que donc, comme je sème des collections de tomates ou autre chose, je mets entre 4 et 5 ou 6 graines. Donc, c'est vrai faudrait que je change à chaque fois. Et s'il reste une graine dedans que je vois pas, je vais pas semer la bonne variété. Ce risque-là, je peux pas le prendre. Ah oui, d'accord. Et j'aurais beaucoup plus de temps en manutention que là de prendre mon petit sachet où je prépare 5 ou 6 graines dedans. Ah oui, d'accord. Je les retourne dans la main, paf, avec la pince épilée ou avec mes doigts. Je les mets. Ça va très vite. Oui. Et quand j'en ai plus, je sais qu'il n'y en a plus. Et puis c'est l'habitude aussi. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Oui, exactement. C'est comme moi, je n'arrive pas à être avec des gants latex. J'arrive pas. Ça se voit avec mes mains. Hein. Quand on les voit, voilà, j'arrive pas. Je ne peux pas. Alors que je connais des personnes qui, au contraire, ne pourraient pas travailler sans gants. Et l'un et l'autre, ça fait quoi? Les mains sont moins abîmées quand il y a des gants. Ah oui. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Oui, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Alors après, donc pour l'hiver, on met des carottes longues. Alors donc une de mes préférées, hein, c'est la longue celle de Tilk, hein, donc qui est le nom d'un gros bourg dans le nord de la France, hein, département du Nord. Moi, je l'aime bien. Vous avez la Colmar aussi. Oui. La Colmar, la longue lisse de mots. Voilà. La Colmar, moi, je la trouve un peu, le cœur est un peu, voilà, c'est ça. C'est ce que je lui reprocherais éventuellement. Voilà. Mais la longue lisse de mots, elle est très très bien. Alors par contre, ces carottes longues, il faut vraiment retourner le sol sur 25 cm. Hein, parce qu'elles font 20, 25 jusqu'à 30 cm sans problème. C'est quand on les arrache que c'est difficile après. Faut prendre une fourche bêche. Fourche bêche. Sinon on les casse. Ah oui. Voilà. Alors il y a une solution qu'on m'avait donnée. J'ai voulu voir. C'est bon, effectivement, lorsqu'on va arracher les carottes, normalement les carottes, on ne piétine pas trop dessus parce que on sème des planches de 3 ou 4 ans et on marche tout le tour. C'est appuyer sur la carotte et après la soulever sans la secouer. Ah bon. Appuyer, ça casse ces toutes petites radicelles qui la tiennent en fait. Ah oui, et après la soulever. Elle vient beaucoup mieux. On me dit, j'ai dit, bon, c'est bizarre comme truc. Ouais, ça marche. C'est bien Pascal, là, de le dire à l'antenne, c'est le partage, là, c'est ce qu'on appelle. Hein. Ah oui, ça c'est... les petites astuces. Quand on m'a dit ça, m'a dit, attends, tu te fais tirer, il me dit, mais tu te fatigues, là. Donc, le type, il appuyait, et après, hop, ça vient beaucoup mieux. Alors, dans les carottes, il y a peut-être des carottes qui sont plus goûteuses que d'autres. Alors, justement, les carottes... les obtentions récentes des semenciers, effectivement, ils essaient de faire qu'elles n'ont plus de cœur pratiquement. C'est cette partie qui a une couleur un peu différente au centre, qui est parfois moins sucrée, effectivement. Ou ça vaut ce que ça vaut, effectivement. Maintenant, quand on regarde dans le niveau des goûts, on veut quelque chose d'homogène. Voilà. Et dans les vieilles races, c'est pas ça. Des carottes qui sentent. Vous prenez une carotte de Colmar, vous la touchez, ça sent franchement la carotte. D'accord. Voilà. Donc il y a des gens. Peut-être c'est un peu trop fort comme goût, comme odeur. Voilà, c'est tout. Bon, maintenant c'est un choix. Hein. Effectivement, la Colmar sur les étals d'hypermarché, vous la verrez pas. Hein. Ça c'est terminé. Hein. On va la voir chez des maraîchers qui font de la vente directe éventuellement. Mais c'est une variété d'amateurs, dite d'amateurs, de jardiniers amateurs. Hein. Tout ce qu'on trouve, ce sont des variétés hybrides F1 dans le commerce. Bon, elles vont vite, elles sont... parce que des carottes d'hiver, vous avez des carottes qui viennent à 1 kg et plus. Donc c'est pas vendable. C'est pas vendable. La carotte de Tilk, là, j'ai vu des carottes de Tilk, moi, qui sont de diamètre, qui font 5-6 cm de diamètre. Et 30 cm. C'est pas vendable. Ça doit pas être aussi bon qu'une carotte plus petite.
Si, parce qu'elle pousse très vite, hein, elle est comme ça, mais parce que dans le commerce, ce qu'on veut, c'est pour ce vendable, on veut des carottes qui aient toutes le même standard, pratiquement la même taille, pratiquement, on veut pas une grosse, une petite. Bon, ça, dans le jardin amateur, c'est comme les choux, avoir un chou qui va être énorme, un qui va être plus petit. Voilà, c'est comme ça. Non, mais dans le commerce, ça, non, on peut pas faire ça. On peut pas. Les consommateurs, en général, ne veulent pas de ça. Bon, c'est dommage, hein. C'est dommage. Ouais. Mais c'est vrai qu'une carotte nouvelle qui n'a pas de cœur, presque, qui est toute tendre, oui, en plus, c'est les premières, de toute façon. Tout ce qui est la première fois, ça laisse, voilà, quand on parle, par exemple, des confitures de ma grand-mère, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est ancré en nous, parce que c'était les premières fois où on mangeait cette confiture ou autre chose. On n'oublie jamais ça. Et je pense qu'au printemps, lorsque vous mangez la première carotte de l'année, vous l'avez dans le palais toute l'année après. Hein. Voilà. Donc le semis de la carotte, lui, il est très simple. Hein. Ce qu'il faut, par contre, c'est un terrain propre. Pas de paille, pas de débris végétaux, pas de cailloux, si possible, sinon elles deviennent fourchues ou pas du tout. Hein. Ça, c'est simple. Bon, on les sème. Alors, le petit souci, il y a une alternative, hein, c'est que cette fameuse mouche de la carotte, hein, qui vient parfois ruiner en très peu de temps vos cultures, l'idéal, c'est de voiler, hein, mettre un voile anti-insecte, et on met des arceaux au-dessus, et c'est un voile qui est très très fin, donc la mouche ne peut pas aller pondre sur la carotte. Voilà, c'est écologique en plus, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. Par exemple, un voile, un tulle de mariée. Oui, ça ressemble à ça, c'est peut-être encore... Oui. C'est presque aussi fin, même plus fin. Oui. On trouve des bandes de 2 mètres, 2 mètres 50 de large. Oui. Moi, j'ai acheté un rouleau de 100 mètres de long il y a plusieurs années, j'en ai encore. Donc, ça se lave, hein. On lave à la machine, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà. Et effectivement, ça protège de pratiquement tous les insectes. Ça laisse passer la lumière, ça laisse passer la pluie s'il pleut. Non, ça n'a que des avantages. Bon, effectivement, votre jardin, ça fait un truc blanc. Faut savoir ce qu'on veut. Hein. Oui. Alors, la mouche de la carotte, c'est quoi? C'est un insecte. C'est une mouche qui vient pondre sur une espèce de mouche qui vole en race-motte. Oui. Et qui vient pondre sur le collet de la carotte. Et donc, la larve, pour se développer, elle fait des galeries, ça fait des espèces de galeries noires après dans la carotte, et elle finit par pourrir, de toute façon. La carotte. Oui. Mais, à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, il faut avoir la protection avant. Moi je le fais. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est ce que tu conseilles de faire. Alors il y a des histoires de vol, hein, selon les températures. Il y a plusieurs vols parce que les insectes se reproduisent pas tous d'un seul coup. Par exemple, on dit ne pas semer de carottes au mois de mai, et donc ça correspond effectivement au rythme de ces vols d'insectes. Ah oui. Voilà, on sème les carottes ou en avril ou en juin. Les carottes d'hiver, on peut les semer même en juillet. Hein, pour l'arracher en novembre, elle sera assez grosse, pas de problème. D'accord. Et donc moi ce système je le pratique. Alors l'avantage du tunnel, comme je ne ferme pas mes tunnels, chaque bout il y a un filet anti-insectes. Ah oui. Donc j'ai pas. Ah c'est pas bête ça. Oui aussi. Par contre sous le tunnel je ne cultive pas de végétaux qui ont besoin d'être pollinisés par les abeilles. C'est-à-dire je mets aubergines, je mets tomates, je mets les carottes, les salades. Mais si on veut que ce soit pollinisé, il faut que les insectes aient accès. D'accord. Voilà. Donc la carotte est une bisannuelle. Hein. On la sème, elle pousse. Si on la laisse en terre et qu'elle ne gèle pas, ça gèle très difficilement la carotte, elle va fleurir à sa 2e année de cycle. Et c'est très facile de reproduire les graines. Hein. Vous laissez votre carotte en terre, ou même une carotte que vous allez arracher en novembre, vous la remettez en terre au printemps, vous l'arrosez, elle va repartir, elle va fleurir. Et puis quand les graines, vous attachez un sachet autour des sachets de graines, vous secouez, elles tombent dedans, vous les faites sécher, vous avez vos graines. Ah oui. Alors, si possible, des graines de variété, genre donc la carotte de Tilk ou autre, qui sont des carottes non hybrides et fins. Si on veut les reproduire à l'identique. Si vous prenez des variétés qui sont hybrides et fins, vous n'aurez pas forcément le même résultat. Voilà, c'est tout, vous aurez autre chose que celle que vous aviez la première année. Ça, c'est pas bien grave. Bon. Parce que effectivement, le fait de faire ces semences, c'est quand même aussi intéressant. Parce que, alors d'une part, lorsqu'on achète des semences, vous achetez, par exemple, on va prendre de la laitue, vous achetez un sachet de laitue, dedans il y a 300-400 graines. Qui est-ce qui cultive 400 laitues? Parce qu'on ne fait pas que la laitue, on fait la scarole, on fait la frisée, on fait la batavia, on fait l'endive, on fait la mâche. Donc, il y a de la perte là, c'est vrai. Parce que le souci, c'est qu'un paquet de graines qui est ouvert cette année, l'année prochaine ne germera pas. Avec les techniques actuelles des semenciers, lorsque votre sachet est ouvert, l'année d'après, la germination, ça sera quasiment nul. Donc il faut bien le savoir. Et effectivement, si on peut reproduire ces graines de poireaux, de carottes, des choses comme ça, c'est très facile. Et donc, par contre, sur des variétés
fixées, variétés anciennes. Donc, on dit la Colmar, toutes ces carottes-là, il n'y a pas de problème. Alors c'est facile, c'est pas cher, et puis en plus c'est quand même, je veux dire, c'est intéressant quand même de faire sa propre semence. Et puis en plus ça peut, c'est des choses à faire avec les enfants. Ah oui. C'est des choses à faire avec les enfants, ça va les détourner un peu de leurs écrans. Oui. Quelques instants. Je pense qu'en plus ça peut les intéresser parce que c'est un cycle, hein. Donc on sème, on va grandir, on va fleurir, on voit la semence. Et par exemple les salades, les laitues ou autres, c'est très beau, une fleur de salade, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Vrai. Quand ça monte, c'est magnifique, très très belle. Hein. Moi je trouve ça. Voilà, bon maintenant c'est un choix de. Mais je peux très bien comprendre qu'on veuille acheter ces semences. Voilà, aussi. D'accord. Voilà. Donc la carotte c'est très simple. Une terre fine, on la tasse bien, on l'arrose et non, ça pousse tout seul, pratiquement. Dans le genre de la carotte, il y a, moi ce que j'adore, le persil tubéreux. Le persil. Tubéreux, donc c'est... Voilà. Ah, apparemment, nous avons une auditrice qui vient d'arriver, qui connaît. On va lui mettre un micro. Hein. Donc voilà, c'est le persil tubéreux. Alors, il a un inconvénient, c'est que la levée est très capricieuse. Ah oui. Ouais. Voilà, 6 fois semé et rien du tout. J'ai semé 6 paquets, rien. Tiens, parce que bon, vous avez peut-être eu un problème de 6 paquets. Dieu seul sait, j'ai la main verte, hein. J'arrive pas à avoir de persil maintenant. Tubéreux ou persil normal? Persil normal, vous savez, le persil qu'on a dans les commerces, tout ça. Moi, j'adore le persil, mon mari aussi. Bon, c'est vrai qu'un plat sans persil, pour moi, c'est pas un plat. C'est vrai que l'assaisonnement, c'est agréable de voir le vert, l'échalote. Et le parfum, le goût. Voilà. Le goût, de toute façon, oui. Bon, j'ai de la ciboulette, en veux-tu, en voilà. Du thym, il se ressème tout seul. Ah oui, ça serait. S'il se plaît, ça c'est. Oui. Et là, je suis je fais partie d'une association du jardinage. Et je suis invitée le 7 et 8 avril. Et ils me disent toujours, surtout, MC, tu apportes du thym. Mon thym, il s'en va comme ça. C'est bien. Alors on s'échange, c'est un échange. Oui, mais c'est vrai, c'est parfait. Ça entre particuliers. Je trouve que c'est sympa. L'échange, c'est Daniel qui vient dire bonjour, elle aura des piétons. Oui. Et puis MC, tu vas te présenter quand même un petit peu à Radio Puisalène, parce que c'est vrai que là c'est une surprise autour de la table. Pascal, on s'attendait pas à avoir deux auditrices. Bien, j'adore. Vous êtes tous invités à venir, si vous voulez. J'ai 4 femmes autour de moi, c'est génial. MC dit Marie-Cécile normalement. Oui. Bon, je suis de Drélincourt. J'adore les fleurs. J'ai gagné 11 concours de maisons fleuries. Oh, on est bien entouré là, entre Daniel. Nous avons été convoqués à Beauvais pour les maisons fleuries. Bon, il y a une année que j'étais pas en santé. J'ai lâché un petit peu, mais cette année, j'espère que ma santé va me permettre de reprendre mes fleurs, mais je suis déjà dedans. Pourquoi à Beauvais? Parce que c'est le concours départemental de l'Oise qui m'a fait participer. Le maire de Ribécourt-Drélincourt m'a inscrite pour que je sois là-bas. Et c'est une association aussi, et voilà. Voilà pourquoi nous avons eu, parce qu'il faut voir aussi que mon mari, c'est lui qui me porte les seaux d'eau et tout, pour agrémenter la devanture. Ah, vous êtes trop fort, vous êtes déjà deux, vous. Bon, alors j'ai pergola, j'ai tout ce que je peux mettre, et d'une année sur l'autre, il faut changer parce que rien ne se conserve. Ah, vous faites dans la fleur annuelle alors? Oui, voilà. Et chaque année, je change de couleur. Oh. Et cette année, c'est? Je vais essayer jaune et mauve. Jaune et mauve. Ah, le mélange est... Jaune et mauve. Alors, ça sera quoi comme fleur? En principe, il y aura un peu de surfinia. J'en mets pas beaucoup. Comment? De la verveine aussi? La verveine, non, parce que je suis en plein soleil et ça claque. Ah, oui. Alors donc, j'ai du mal. Mais je mettrai peut-être des petits dahlias nains avec des géraniums mauves associés avec autre chose, quoi. C'est mon coup de cœur quand je vais dans les magasins.
allez, hop, oui, je prends. Alors, justement, c'est des plantes que tu ne sèmes pas. Non. D'accord. Que tu vas chercher. Et puis que c'est toi qui fais ta petite potée. Je fais mes compositions moi-même. D'accord. Et l'année dernière, j'avais acheté 2 superbes potées donc à Babeuf. C'était des Surfinia orange. Ils ont eu très chaud et malheureusement, quand ils ont passé, c'était trop tard. Mais ils ont une bonne odeur. Le Surfinia est très gourmand en eau. Donc j'ai 4 potées à ma petite entrée, à ma petite couverture de porte, et j'ai 4 potées et donc ça retombe. Je m'arrange pour que ça retombe tout. Moi, en pot, je cultive des tomates. Ouais, voilà. D'ailleurs, samedi, je vais semer celles qui vont être destinées à être mises devant la radio. Mais des spéciales pots. Ça va être des tomates qui vont être entre 30 et 50 cm. J'ai déjà vu. Ouais. En fait, beaucoup pensent que ce sont des obtentions récentes. C'est absolument faux. Des tomates naines, il y en a depuis Oui, ça existait toujours. Voilà. Sauf que c'était tombé en désuétude. Oui. Et là, on les redécoupe puisque les hommes et les femmes veulent cultiver sur le balcon leur terrasse. Et une plante qui fait 50 cm, 60 cm, c'est plus facile qu'une qui fait 2,50 m. Et j'ai une voisine, c'est pareil, elle fait des petites tomates apéritifs. Et quand je fais des œufs mimosa, je pique de chaque côté de l'œuf mimosa et je fais des roux à mes œufs. Alors à Pâques, je vais acheter des petites tomates rouges pour faire les œufs mimosa. C'est bien, c'est une petite recette qui est assez, facile. Il y a du jaune en plus. Hein. C'est l'année, c'est dans les couleurs de l'année. C'est Pâques. Voilà. Alors et j'avais avant, du temps de mon premier mariage, les gens ils me disaient n'importe comment, on se fait pas de soucis, hein. Ce sera du jaune et du blanc. Hein. Ah oui. Oui. Ah bon, c'est beau. Voilà, c'est beau. Ouais. Le jaune et le violet, par contre, mais effectivement, c'est un beau mariage. Ça clash. Ça flash. Ouais, ça fait de la couleur, c'est bien. Voilà. Oui. Ben voilà, on est bien entouré. Hein, Très bien entouré. Alors, justement, il est 16h, heure à laquelle nous allons malheureusement rendre l'antenne. Merci, mesdames. Merci, Marie-Cécile. Merci, Daniel. Pascal, c'est toi qui as le dernier mot, justement, le mot de la fin. C'est toi qui l'as. Oh, c'est très simple. Hein. Attendez encore le soleil. Et puis, prenez le temps. Alors, nous en parlions hors antenne. Oui. Nous parlions de faire des thèmes. Oui. Sur l'émission. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sur la prochaine émission, donc c'est tous les derniers mardis de chaque mois. Donc là, ça sera au mois d'avril. Si vous voulez qu'on aborde un thème particulier, n'hésitez pas surtout. Ou vous nous appelez, ou alors vous nous envoyez un mail sur l'antenne de Radio Pisalène. Et puis Nicolas prendra justement tout ça. Il nous le transférera. Avec plaisir. Merci Pascal. De rien, merci à vous de jouer l'antenne, hein, toujours. C'est toujours un plaisir immense. Et puis, c'est toujours trop court d'ailleurs. Plaisir partagé. Bien sûr, ma petite Laure, merci mon petit Cadonnet. Tu nous as fait vraiment plaisir. Hein. Tu nous as mis de la belle musique comme d'habitude. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir à tous. La Picardie, une région qui bouge avec Puisalène FM.